Bonsoir. Au Cameroun, à ce jour, environ 500 000 doses de vaccins ont été administrées. Parmi ces personnes, seuls 156 000 ont pris toutes les doses, soit un pourcentage de la population déjà vaccinée égal à 0,6. Un taux qui laisse clairement voir que l'immunité collective, objectif visé par le gouvernement, n'est pas près d'arriver. La situation est d'autant plus préoccupante qu'il ne fait plus aucun doute. Le Cameroun arbitrera en janvier prochain la Coupe d'Afrique des Nations et les autorités administratives et sanitaires ont pour ambition vacciner au moins 20% de la population avant ce grand rendez-vous sportif. Pendant un mois, 6 villes du Cameroun vont connaître un véritable brassage humain. Au regard du taux de cas positifs enregistrés au Cameroun après le Chan, les refus de vaccination et le relâchement de l'observation des mesures barrières, malgré la présence du variant Delta sur notre sol, doit-on se dire que les carottes sont cuites? Sinon, quels dispositifs ont été mis en place pour éviter les cas de contagion pendant cette grand-messe du football africain? Et puisqu'on parle de vaccins, était-il judicieux de parler du vaccin contre le paludisme lorsque la crise antivaccinale secoue notre pays? Nous passerons ces différents sujets au crible avec notre invité de ce soir. Il est épidémiologiste de terrain, par ailleurs responsable du programme élargi de vaccination dans le littoral. Liona Ewanet est assis ce soir dans le fauteuil rouge. Bonsoir Monsieur Ewanet et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Oriane, le plaisir est le mien. Je vous ai vu me regarder très intensément. Est-ce que les chiffres avancés ne sont pas bons? Est-ce qu'il y a des modifications à faire là-dessus? Oui, je pense que les chiffres que vous avez avancés sont au-delà de ce que vous venez de signaler. Il faut dire que les personnes complètement vaccinées se situent autour de plus de 1,2 au lieu de 0,6% dont vous avez fait allusion. D'accord, correction faite. Donc on est monté à 1,2, mais ça c'est en 2 semaines alors? Oui, exactement. D'accord. Alors disons que ça fait environ 6 mois déjà. Est-ce qu'on ne se rend pas compte qu'on est très loin des 5000 personnes vaccinées par jour qui étaient annoncées en avril au départ de cette campagne? Oriane, je ne pense pas. Si je prends à titre d'exemple la région du littoral, il faut dire que les performances sont vraiment croissantes. Pendant la première campagne, on était autour de 10 000 doses de vaccins administrées. La deuxième... Par jour? Administrées, je dis à partir du début. Ah d'accord. Oui, il faut dire que pendant la deuxième campagne, il y a des efforts qui ont été fournis, mais ces efforts étaient insuffisants. Mais je dois dire qu'aujourd'hui, la région se situe autour de plus de 51 000 doses de vaccins déjà administrées. Et c'est important de signaler que nous avons pu administrer plus de 21 000 doses hors campagne. Cela veut dire qu'il y a plusieurs efforts qui ont été consentis pour pouvoir améliorer les performances. D'accord. Et dans ces pourcentages-là, est-ce que vous différenciez les personnels de santé de la population ou c'est globalement? Oui, il faut dire que le personnel de la santé a une évaluation un peu à part, puisque ce sont les soldats qui sont au front. Et au niveau de la région, je dois préciser ici que le personnel de santé déjà vacciné, c'est au-delà de 22%. Et ça, c'est un sous-rapportage. Cela veut dire que toutes les données n'ont pas encore été collectées. Et c'est important aussi de signaler que certaines structures de référence, comme l'hôpital La Quintini de Douala, nous avons atteint le score de près de 85% des agents de santé vaccinés.
D'accord. Mais qu'est-ce qui peut justifier? Parce qu'il y a quelques mois, encore une étude du programme élargi de vaccination révélait que 37% du personnel de santé est réticent à la vaccination. Qu'est-ce qui peut justifier cela? Et ils ont changé d'avis à quel moment? Oui, je dois dire que les performances ne sont pas uniformes au niveau des différentes formations sanitaires. Vous savez aussi, il y a ce volet de leadership au niveau de l'administration des différentes formations sanitaires. Mais c'est important de signaler qu'il y a eu des performances croissantes à partir de l'administration de la première dose du vaccin au niveau du pays et au niveau de la région du littoral. Au début, nous avons connu cette réticence ou cette hésitation vaccinale vis-à-vis le personnel de santé, puisque la bonne information n'était pas à leur niveau. On s'est rendu compte que les stratégies de communication n'étaient pas adaptées. Et dès que nous avons eu à poser ce diagnostic, on a organisé des séances de travail, des séances d'échange avec le personnel de santé. Je pense que le délégué régional de la santé publique en personne, qui est aussi l'incident manager dans le cadre de la riposte contre Covid, avait pris l'engagement de visiter tous les districts de santé. Et à chaque fois, on se retrouvait soit avec l'équipe cadre de district, soit au niveau des responsables des formations sanitaires. Nous avons passé du temps à pouvoir échanger, à partager la bonne information. Je pense que c'est l'une des raisons qui a suscité vraiment cette adhésion croissante au niveau du personnel de santé. Très bien. Vous avez parlé tout à l'heure des campagnes de vaccination. Nous sommes, du moins, le ministère de la Santé publique annonce la 3e campagne d'intensification de la vaccination le 17 novembre prochain. Il faut dire que c'était initialement prévu le 27. Qu'est-ce qui justifiait ce renvoi? Oui, Oriane, renvoi parce que, vous savez, dans le cadre de la mise en œuvre d'une campagne, nous avons ce qu'on appelle la phase préparatoire de la campagne. Et on s'est rendu compte que les préparatifs n'étaient pas au niveau optimal. C'est ça qui a fait en sorte que la campagne puisse être décalée. Et il faut dire qu'en date, nous sommes prêts pour faciliter la mise en œuvre de cette campagne. Il y a plusieurs acteurs qui ont été mobilisés. Et vous avez aussi bien fait de faire allusion à la campagne d'intensification. Il faut dire que depuis l'administration de la première dose du vaccin contre Covid dans la région du littoral, c'était le 15 avril 2021, et ça a été coordonné par le ministre de la Santé publique en personne, la vaccination ne s'est pas arrêtée. Nous avons continué la vaccination au niveau des postes fixes, au niveau des centres de vaccination accrédités. Donc, les campagnes qui interviennent d'une manière intensive. Dans le cadre d'intensification, puisque la vaccination ne s'est jamais arrêtée. Et nous avons connu la première campagne qui s'est déroulée du 28 avril au 2 mai, la deuxième qui s'est déroulée du 7 au 16 juillet 2021, et la troisième qui est en cours de préparation et qui va se dérouler du 17 au 21 novembre 2021. D'accord. Est-ce que cette fois-ci, donc, les personnels de santé sont bien informés? Parce que tout à l'heure, vous nous disiez qu'ils ne se vaccinent pas parce qu'ils ne sont pas bien informés. J'ai envie de demander qui devrait donc bien les informer. Parce que moi, je suis personne lambda, lui, les personnels de santé, s'il n'est pas bien informé sur ce qu'il va administrer, comment moi, personne, je fais pour avoir confiance en lui? Oui, Oriane, il faut dire, je pense qu'il faut corriger cela. J'ai bien précisé que le personnel de santé au début, vous savez que Covid, la réticence, ça, ce n'est pas une pratique qui est propre au Cameroun. Ça, c'est ce qu'on observe d'une manière globale, même au niveau des autres pays. Donc, ce n'est qu'au début que le personnel de santé était tellement réticent. Et nous, on a directement posé le diagnostic qu'il s'agissait d'un problème de communication, d'un problème d'adaptation du message, d'un problème d'échange. Et je vous ai bien dit que nous avons pris l'engagement de pouvoir échanger avec ce personnel. Mais je pense bien, sans toutefois me tromper, que depuis quelques mois, il y a vraiment cet engouement qui est croissant en ce qui concerne le personnel de santé. Donc, ils sont bien informés maintenant. Exact. Pour lancer la prochaine campagne de santé, est-ce qu'on va dire que vous avez suffisamment de doses pour cette campagne que vous lancez là? C'est intensification, ça suppose... Oui, Dorian, je pense qu'on a suffisamment de doses. Vous savez, en ce qui concerne la mise à disposition des doses, nous appelons ça la logistique. On met à votre disposition
le nombre de doses de vaccin en fonction de votre cible à vacciner. Donc, il faut dire ici qu'en ce qui concerne la cible à vacciner dans la région de littoral, donc toute personne âgée de 18 ans et plus, nous avons suffisamment de doses de vaccin pour pouvoir vraiment combler cette demande. Et quand sera-t-il, je veux dire, vous planifiez, on attend tel nombre de personnes, déjà vous allez nous dire plus tard quel est l'objectif à atteindre pendant cette campagne. Maintenant, on vous donne, je suppose, 10 000 doses et 10 000 personnes ne viennent pas. On va encore se retrouver dans une situation où on a des vaccins périmés à jeter. On sait très bien que le Cameroun, récemment, a eu à se débarrasser des vaccins non utilisés. Est-ce que vous avez envisagé cette possibilité-là et comment contourner? Je ne pense pas. Oriane, la demande, je peux dire l'approvisionnement en vaccins, c'est en fonction de la demande. Et je pense qu'on a commencé à administrer les vaccins depuis le mois d'avril. Donc, arrivé au mois de novembre, quand même, nous avons une maîtrise de ce qu'on peut consommer en une semaine, ce qu'on consomme pendant les campagnes et ce qu'on peut consommer en intercampagne. Je pense que voilà tous ces critères qui ont été pris en considération dans le cadre de l'approvisionnement. Et je dois vous assurer que présentement, il y a la communication qui a connu une adaptation par rapport à la cible. Si vous constatez, même au niveau des médias, que ce soit en communauté, il y a de plus en plus les messages qui sont présents, les messages essentiels. Il y a aussi, on ne se limite pas seulement au niveau du personnel de santé ou en communauté, il y a également une communication qui est orientée vers les entreprises. Cela veut dire que nous, on va vers les médecins conseils au niveau d'entreprise et on saisit aussi la direction de l'entreprise et on essaye d'échanger avec les employés. Et vous savez bien que ces employés, ce sont des pères de famille, ce sont des collaborateurs, ce sont des amis. Et nous sommes convaincus que si la bonne information est véhiculée auprès de ces derniers, ils vont vraiment être comme, je peux dire, des agents de sensibilisation auprès de leur famille. Cette campagne va durer 5 jours. Objectif, combien de personnes à vacciner et comment est-ce qu'elle va se passer? Ce sera quoi le déroulé? Oui, je dois dire que la campagne va se dérouler pendant 5 jours, mais il faut dire que avant le début effectif de la campagne, il y a tout un volet qui est réservé à la communication, à la sensibilisation. Je dois dire ici qu'il y a plusieurs réunions qui ont été tenues avec les répondants communautaires et je dois dire qu'au niveau de la région, nous avons tenu notre grande réunion de plaidoyer qui a été coordonnée par les services du gouverneur où toutes les parties prenantes, tous les responsables des groupes organisés ont eu à prendre part à cette réunion. Donc, au moment où la campagne va se mettre en œuvre, il y a plusieurs acteurs qui seront mobilisés. Nous avons au cours de la campagne un groupe de personnes qu'on appelle les mobilisateurs qui mobilisent avant et pendant la campagne. Et il faut dire que cette mobilisation a commencé. Au niveau des aires de santé, nous avons ce qu'on appelle les réunions d'engagement communautaire où au niveau de l'aire de santé, tous les répondants communautaires, que ce soit les leaders religieux, que ce soit les présidents des associations et autres, vont prendre part à ces réunions pour que la bonne information puisse passer en communauté. Et aussi au niveau des districts de santé, nous avons ce qu'on appelle toujours les réunions d'engagement, mais cette fois-ci au niveau des collectivités territoriales décentralisées, au niveau des communes. Cela veut dire que les communes vont tenir des réunions et vous savez que à chaque moment où vous allez mettre l'emphase sur les communes comme levier, l'information va vite être partagée au sein de la communauté. Voilà à peu près l'approche. Et il y a aussi cette communication interpersonnelle où à chaque moment où est-ce qu'on se trouve, on doit pouvoir partager la bonne information. Jusqu'ici, les objectifs ne sont pas encore atteints parce que la bonne information n'est pas à la portée de tout le monde. C'est pour cela qu'on multiplie les voies et les moyens pour que cette communication soit beaucoup plus digeste, pour que la bonne information puisse être véhiculée. D'accord. L'objectif à terme, 5 jours, vous visez combien de personnes vaccinées? L'objectif dans les 5 jours, comme je l'ai bien précisé avant, la vaccination contre Covid est destinée à toute personne âgée de 18 ans et plus.
Donc, si vous regardez à peu près la population de la région du littoral, nous sommes à peu près au-delà d'1 million de personnes qui doivent se faire vacciner. Mais comme je l'ai bien précisé avant, nous sommes autour de 51 000 doses de vaccins déjà administrées. Nous pensons qu'au cours de la campagne, nous pouvons peut-être atteindre ces chiffres, voire doubler en fonction de l'engouement que nous observons à l'heure actuelle. Donnez-nous la bonne information, M. Wane. Vous dites que les gens ne viennent pas se vacciner parce qu'ils n'ont pas la bonne information. Quelle est la bonne information? Oui, Oriane, vous savez, en communauté, nous avons des référents. Si vous qui êtes au niveau des médias, vous ne partagez pas la bonne information aux téléspectateurs, vous voyez, ça va être difficile que tout ce que nous entreprenons comme action envers la communauté, que ça puisse se passer. Donc c'est tout le monde qui doit jouer ce rôle de sensibilisation. Nous savons bien que la vaccination contre Covid, c'est un pilier important. Il faut dire que dans le cadre de la riposte, nous avons 4 piliers. Le premier pilier, c'est le port du masque qui doit couvrir la bouche et le nez. Le deuxième, c'est la distanciation physique, au moins 1 mètre. Troisième, c'est le lavage et la désinfection des mains. Et quatrième, comme je l'ai bien précisé, c'est la vaccination. Nous, on a observé au début, d'après l'enquête que vous venez de citer, qu'il y a eu vraiment cette réticence au début. Et dès qu'on a constaté cela, on a mis sur pied des actions. C'est pour cela qu'aujourd'hui, au cours de la prochaine campagne, hormis le passage dans les médias, hormis des communications qui seront adaptées vers les groupes organisés, nous comptons également faire cette sensibilisation porte à porte. Et on sait que ça a toujours porté, où les mobilisateurs vont sillonner de ménage en ménage pour partager la bonne information. Et accompagné à cela, nous avons aussi les dépliants. Nous savons que plus vous avez les dépliants, plus vous avez des outils ou des supports qui portent des messages essentiels, plus l'information va aller au sein de la communauté. Donc il faut dire que ici, nous sommes suffisamment armés pour pouvoir vraiment voir la tendance à la hausse. D'accord. Vous êtes, on suppose, vous êtes devant ma porte. Donnez-moi la bonne information parce que moi, je ne suis pas au courant. Pourquoi je devrais me vacciner, je ne sais pas. C'est ce que j'attends. Vous avez parlé de bonne information. Laquelle est donc la bonne? Ok. La bonne information, c'est celle-ci, Dorian. Les vaccins qui ont été recommandés dans le cadre de la vaccination contre Covid sont les vaccins préqualifiés, sont les vaccins sûrs, sont les vaccins efficaces, sont les vaccins gratuits. Et quand vous prenez le vaccin, vous êtes à l'abri de faire les formes graves de la maladie. Et quand vous ne faites pas les formes graves de la maladie, vous êtes à l'abri de la mort. Et ça, ce sont les objectifs du pays. Il faut dire que tous les vaccins qui ont été recommandés dans le cadre de la riposte contre Covid, ces vaccins ont prouvé leur efficacité sur les formes graves de la maladie. Et ça cadre avec nos objectifs. Donc, on sait bien que quand vous prenez le vaccin, vous ne pouvez plus faire les formes graves de Covid. Et là, vous êtes à l'abri de la mort. C'est pour cela qu'on insiste sur la vaccination. Et il faut dire que pour l'instant, nous n'avons pas une autre solution meilleure que la vaccination. Donc, jusqu'à preuve de contraire, la vaccination demeure une solution salvatrice en ce qui concerne la riposte contre Covid. Moi, j'ai deux remarques. On a vu des personnes qui se sont vaccinées et qui sont quand même décédées de Covid. Comment justifier cela? Et deuxièmement, on a constaté aussi que les gens se soignent traditionnellement ou même à l'hôpital. Pourquoi le traitement n'est pas aussi une voie sûre de barrer la voie à cette maladie? Oui, vous l'avez bien précisé que c'est le traitement. Vous savez, nous donnons le vaccin à titre préventif. Ouais. Le vaccin est à titre préventif et non à titre curatif. Et comme le slogan, c'est pas prévenir vaut mieux que guérir. Tout à fait. Donc, on doit prévenir la maladie. C'est pour cela que nous axons toutes nos interventions vers la vaccination. Maintenant, ce que vous avez fait allusion, les personnes qui décèdent après avoir pris le vaccin, il reste encore à savoir si vous avez eu à conduire des investigations pour être sûr que ces personnes sont décédées et que la survenue de leur décès est liée au vaccin. Ça, c'est à investiguer. Il faut dire que
aucun vaccin n'est efficace à 100%. Les vaccins sont à titre préventif. Et comme je l'ai bien précisé, qu'aucun vaccin n'est à 100% efficace, comme les autres médicaments que vous allez retrouver au niveau des pharmacies. Okay. Donc, cela veut dire que certaines personnes vont prendre le vaccin, mais vont faire la maladie, pas les formes graves. Et ça, cette précision est valable. Ils ne vont pas faire les formes graves. Donc, dire que les personnes ont pris le vaccin et décèdent après, je pense qu'il va falloir avoir je peux dire, les résultats ou les trouvailles des investigations afin de pouvoir peut-être s'aligner par rapport à cette décision. Je reprécise bien, elles se sont faites vacciner contre Covid, mais elles sont décédées de Covid. Voilà. Ok. Oui, je suis en train de dire ceci, qu'aucun vaccin n'est efficace à 100%. Si nous sommes 100 et on se vaccine, oui, il peut arriver que le vaccin est efficace sur 98 personnes, qu'il y a une faible proportion des personnes qui vont faire la maladie. Mais comme je l'ai bien précisé avant, il y a très peu qui peuvent mourir. Donc, parler de la mort quand vous avez pris le vaccin d'une manière efficace. Et quand je parle de la prise du vaccin, selon l'efficacité, c'est de respecter le calendrier vaccinal de ce vaccin. Donc, un vaccin doit se prendre en fonction de son calendrier vaccinal. Si c'est un vaccin qui nécessite une seule dose, au moment où vous prenez la dose, vous êtes complètement et correctement vacciné. Si c'est un vaccin qui nécessite 2 doses, il va falloir prendre les 2 doses en respectant l'intervalle recommandé entre les doses. Et je pense bien que si vous prenez votre vaccin en suivant ces directives, on dit que vous êtes correctement vacciné. Et je pense bien que si vous le faites, la probabilité de pouvoir retrouver la mort après avoir pris le vaccin est vraiment slim. Donc, on peut bien faire la maladie, mais on va faire les formes légères ou les formes modérées de la maladie. Monsieur Wane, vous comprenez que si forme légère et on décède quand même, il y en a qui vont quand même douter, qui vont être réticents. Exactement. Je voulais aussi ajouter, Oriane, que hormis cela, il faut également dire qu'il y a des personnes qui ont d'autres pathologies, souvent qui ne sont pas révélées. C'est au moment où ces personnes sont malades, au moment où ces personnes sont hospitalisées qu'on découvre. Donc il y a les gens qui peuvent bien peut-être décéder de suite des autres pathologies, pas nécessairement du vaccin. Et ça me pousse à vous dire qu'en ce qui concerne la région du littoral, jusqu'ici, sur les 51 000 doses de vaccins déjà administrées, nous avons enregistré quelques effets indésirables graves. Et il n'y a qu'un seul effet indésirable grave qui était vraiment imputé au vaccin, et c'était une allergie. D'accord. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de plusieurs doses. Est-ce que vous avez la traçabilité? Je veux dire, ces plusieurs doses, est-ce que celui qui a fait sa première dose selon son vaccin, vous avez les moyens de les suivre après? Est-ce que s'il ne revient pas, comment vous faites? Est-ce qu'il n'y a pas risque aussi de développer un autre variant, j'en sais rien, après cette façon de se vacciner-là? Oui, je suis d'accord avec vous. Qu'on peut avoir, on les appelle les perdus de vue, donc les personnes qui viennent pour la première dose et qu'on ne retrouve pas pour la deuxième dose. Mais toutes les dispositions ont été prises. Nous avons les outils qui sont appropriés pour pouvoir pallier à cela. Nous avons des registres, et si vous regardez très bien les registres de vaccination, ce sont des registres qui regorgent assez d'informations. Cela veut dire qu'une fois que vous vous présentez au poste de vaccination, l'équipe a l'obligation de collecter toutes les informations vous concernant. Donc toutes les informations sociodémographiques, le nom, le sexe, le numéro de téléphone, ainsi de suite. Même votre localité, là où vous habitez. Au moment où nous avons toutes ces informations et que vous avez pris la première dose, au moment où on vous attend pour la deuxième dose et vous ne vous présentez pas, on a toutes les possibilités de pouvoir prendre ces numéros de téléphone pour entrer en contact avec vous. Vous savez aussi, comme j'ai précisé avant, se vacciner seul ne suffit pas. Il va falloir qu'au moment où on prend son vaccin, qu'on se rassure aussi que son entourage a pris le vaccin. Ce n'est qu'en le faisant qu'on peut atteindre vraiment cette immunité collective. Monsieur Wane, vous n'allez pas obliger aussi toute la maisonnée. Si le monsieur se vaccine, il n'a pas le droit d'obliger madame à se vacciner. Oui, Oriane, la vaccination est de caractère volontaire,
mais cette vaccination est beaucoup plus recommandée. Parce que nous savons que personne ne veut avoir des personnes, des proches qui vont disparaître de Covid. Tout le monde veut voir sa famille en bon état de santé. Tout le monde veut voir ses amis en bon état de santé. C'est pour ces raisons qu'une fois vacciné, ayant servi comme exemple, vous pouvez encore véhiculer le bon message auprès de votre entourage pour que ces derniers puissent aussi prendre leur vaccin. Mais est-ce que vous n'êtes pas, vous, personnel de santé, un peu à l'origine, quand je dis personnel de santé, c'est un peu vous, ministère de la Santé, est-ce que vous n'êtes pas un peu à l'origine de ce rejet en masse? Quand la pandémie est survenue, oui, tout le monde, ça allait dans tous les sens parce que c'était nouveau, il fallait cerner. Mais quand on a pu cerner et on a décidé du vaccin et l'information arrive au Cameroun, probabilité de faire la vaccination dans les jours à venir, jusqu'à vaccination à partir de telle période. Lorsqu'on vous a posé des questions au sujet de la composition de ce vaccin-là, vous êtes resté hermétique là-dessus. Est-ce qu'à la fin de la journée, ce n'est pas vous-même qui êtes à l'origine de ce rejet en masse par la population? Je ne pense pas, Oriane. Il faut dire que tout ce qu'on observe au Cameroun, comme je l'ai bien précisé avant, n'est pas propre au Cameroun. Ce sont les mêmes observations qu'on constate au niveau des autres pays. La réticence au Cameroun, on l'a observée ailleurs. Oui, et vous savez, les gens sont au niveau des réseaux sociaux au jour le jour. Sauf qu'au niveau des réseaux sociaux, il y a la bonne information, il y a aussi la mauvaise. La très mauvaise information d'ailleurs. Je pense que c'est à partir de là que certains ont eu à adopter vraiment des comportements déviants pour ne pas aller vers le vaccin. Mais au fur et à mesure, il y a la majorité du personnel de santé qui se rend compte que vraiment la solution, c'est le vaccin. C'est pour ces raisons que de plus en plus, on constate que le personnel de santé se vaccine. Mais si sur les réseaux sociaux, on a également des médecins qui viennent nous dire que c'est pas obligé de se vacciner, comment on fait? Oui. Je veux dire, quand on cherche la bonne information, moi qui ne suis pas médecin, si j'ai une info venant d'un médecin, j'avoue que je vais l'écouter. Et pour ne pas dire croire en ce qu'il dit. Oui, je suis d'accord avec vous qu'au niveau du personnel de santé, on peut ne pas être de même avis. 100% des personnes peuvent ne pas être de même avis. Il y a certains qui peuvent avoir leur doctrine, certains qui peuvent être réticents, mais il faut dire ici, en ce qui concerne la vaccination, c'est un travail. Ce sont vraiment les résultats de tout ce travail qui a été conduit par les scientifiques. Donc, adopter le vaccin comme pilier principal de la riposte contre Covid, je pense que c'est une chose qui est salutaire. Et il faut signaler que la plupart des pandémies que l'humanité a connues, on a pu les éradiquer grâce à la vaccination. Donc je dois dire que pour l'instant, même s'il faut citer d'autres solutions, comme vous l'avez d'abord fait par rapport au traitement, il faut dire qu'il y a des traitements. En ce qui concerne le traitement, je pense bien que le ministère de la Santé est de bonne foi. Après avoir observé, évalué, investigué et contrôlé tout ce que certains scientifiques ont pu mettre sur pied comme traitement, ces traitements ont été adoptés. Je pense qu'aujourd'hui, le traitement de Monseigneur Cléda et autres traitements, le ministère de la Santé les a recommandés comme traitement palliatif par rapport au traitement conventionnel. Donc, il faut dire que les efforts locaux vraiment ne sont pas vains. Il y a une valorisation de tout ce qui est fait localement. D'accord. Alors, revenons au nombre de vaccins, M. Wane. Il existe plusieurs types. Pourquoi plusieurs types de vaccins pour une seule maladie? Je veux dire que, est-ce que tout ça ne concourt pas à jeter le doute, à mettre le doute dans la tête de tout le monde? C'est une maladie, mais elle a N vaccins. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut justifier cela? Oui. Est-ce que nous ne sommes pas finalement, comme certains disent, les cobayes des grandes firmes pharmaceutiques? Je dis non, Oriane. Le vaccin, tous ces vaccins ont un point commun de chute, c'est de prévenir l'infection. D'accord. C'est comme si quand vous avez un paludisme, vous avez vraiment une fièvre, on doit pouvoir vous prescrire peut-être du paracétamol.
vous pouvez aller en pharmacie, celui qui prescrit Doliprane, l'autre va prescrire Efferalgan, mais au fond, c'est pratiquement la même molécule. Donc, je dois dire qu'il n'y a pas de débat en ce qui concerne les vaccins qui ont été mis au point. Parce que j'ai bien signalé au début que tous ces vaccins ont prouvé leur efficacité sur les formes graves de la maladie. Et je pense que c'est ça qui est essentiel. Est-ce que vous avez parlé, par le passé, les grandes pandémies ont été éradiquées grâce au vaccin. Mais on a vu le temps que les scientifiques ont mis pour la mise au point du vaccin. Voilà. Est-ce que ce n'est pas trop précipité dans notre cas? En moins d'un an, N vaccins sont sortis comme ça. Nous sommes très forts seulement, les scientifiques. Bon, les scientifiques, est-ce qu'ils sont très forts? Est-ce que c'est arrivé au sujet Covid que les neurones se sont mis à travailler de façon exponentielle? Oui, Oriane, pour cette... Sinon, logiquement, quel est le temps normal pour faire un vaccin? Exact. Je suis d'accord avec vous que la méthodologie classique pour la mise au point d'un vaccin va prendre plusieurs années. Peut-être 5, 7, 10 ans et même au-delà pour certains vaccins. Bon, la question que beaucoup se posent, pourquoi on a mis très peu de temps pour mettre au point les vaccins contre Covid? Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer cela. Il faut dire que Covid n'a pas été une maladie qui était orientée vers un seul pays. Covid, c'est une maladie qui a concerné tout le monde, plus précisément toutes ces puissances au niveau mondial. Ce qui fait que au moment où on a eu les premiers cas de Covid, la préoccupation était mondiale. En ce qui concerne la mise au point classique des vaccins, il y a des étapes qu'il faut respecter. Le vaccin, on commence par le laboratoire, ça c'est la première phase. Et c'est quand vous avez des résultats probants que vous faites un plaidoyer à l'endroit des bailleurs pour pouvoir demander les ressources. Mais en ce qui concerne Covid, il n'y a jamais eu de problème de ressources. Pourquoi? Parce que les premiers cas ont été détectés au niveau de ces grandes puissances du monde. Et là, il fallait trouver une solution. Puisque c'est une urgence de santé publique. C'est une épidémie, c'est une pandémie qui nécessitait une réponse immédiate, une réponse urgente. Et c'est pour ces raisons que les scientifiques se sont concertés. Et il faut signaler qu'il n'y a pas eu de problème de ressources, puisque tous ces pays ont pu mettre ensemble toutes les ressources. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, il faut dire que les laboratoires ont connu des avancées. Les laboratoires qui avaient des plateaux techniques limités avant, aujourd'hui, on voit ces laboratoires avec des plateaux techniques beaucoup plus développés, des plateaux techniques beaucoup plus adéquats. Je pense aussi que ça aussi a joué. Et il faut dire que la technologie de la mise au point du vaccin, et c'est important de partager cette information, que le vaccin qui est responsable de la Covid, ça s'appelle le SARS-CoV-2. Cet acronyme est en anglais Severe Acute Respiratory Syndrome COVID Virus 2. Ce vaccin est de la même famille que le vaccin qui est responsable de la grippe. Et on sait bien que le vaccin contre la grippe a été mis au point. Cela veut dire que pour mettre au point le vaccin contre Covid, on n'a pas commencé à zéro, on a commencé quelque part. Donc il est important de signaler qu'il y avait déjà une compétence qui était bien maîtrisée. Et c'est à partir de là, c'est ça qui a servi comme levier pour pouvoir mettre au point ces vaccins contre Covid en un laps de temps. C'est pour ça qu'on l'a fabriqué en un an. Oui, c'est ce que je suis en train de vous dire. Vous voyez, vous n'avez pas un problème de ressources. D'accord. Vous avez le plateau technique des laboratoires. Vous avez déjà la compétence, la méthodologie qui est déjà maîtrisée, puisque vous avez eu à mettre au point d'autres vaccins. Vous convenez avec moi que ça va prendre très peu de temps pour pouvoir mettre au point ces vaccins. Et c'est pour ça qu'on a une version. Oui, exactement. Comme j'ai dit, vous avez parlé des versions. Je vous ai dit que le point commun de tous ces vaccins, c'est que ces vaccins sont efficaces. Et je ne pense pas qu'il doit y avoir un problème par rapport aux différents vaccins. Parce que quand vous allez au fond, vous allez vous rendre compte que tous ces vaccins, c'est pour prévenir l'infection. Et vous savez que nous sommes... la science est en évolution. Ce qu'on pouvait faire peut-être en plusieurs mois, en plusieurs semaines, il y a de cela quelques années, aujourd'hui on prend juste quelques heures et les résultats sont là. Je pense qu'on est en nette évolution en ce qui concerne la science. Monsieur Wané, on a été vacciné par le passé, on continue d'ailleurs de se vacciner.
Je prends l'exemple du BCG. Est-ce qu'il y a plusieurs versions de BCG? Est-ce qu'il y a la version chinoise, russe, américaine, française? Je prends seulement cet exemple-là pour bien comprendre pourquoi nous avons plusieurs versions de vaccins de la même maladie et qui soignent à des degrés différents. Je veux dire qui préviennent à des degrés différents, dont l'inoculation se fait aussi de façon différente. C'est-à-dire qu'on a, je ne sais pas si c'est Johnson qui a une dose, Sinopharm a 2 doses, Pfizer a 3 doses. Est-ce que tout ça là, c'est pas pour nous embrouiller un peu? Non, non, on ne peut pas nous embrouiller. Comme je l'ai bien dit, Covid, c'est une urgence de santé publique à portée internationale. Et vous savez, quand vous avez une urgence de santé publique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir déployer des mesures de riposte en un laps de temps. Et je pense que c'est ça qui a poussé les scientifiques à pouvoir avoir des réflexions diversifiées en ce qui concerne la mise au point du vaccin. Mais je pense que si vous regardez très bien, avant de valider un vaccin, avant de préqualifier un vaccin, on doit s'assurer que ce vaccin bénéficie de toutes les étapes de contrôle. Et je pense que cela a été fait au niveau de tous ces vaccins. Donc jusqu'ici, je ne trouve pas d'inconvénient à pouvoir avoir plusieurs vaccins. Covid, la maladie est nouvelle. Aussi, nous avons plusieurs vaccins. Je pense qu'à la longue, si on se rend compte que le vaccin X ou Y est beaucoup plus approprié par rapport aux autres, les scientifiques vont pouvoir fédérer toutes les connaissances pour qu'on puisse avoir un vaccin unique. Mais pour l'instant, voilà les vaccins qui sont disponibles pour pouvoir faire face à la riposte. Ok. La vaccination concerne 18 ans et plus. Qui se vaccine? Qui prend quel vaccin? Parce que, comme je le disais, AstraZeneca, c'est 82% d'efficacité, 2 doses. Sinopharm, 79%, 2 doses. Johnson & Johnson, 72%, 1 dose. Sputnik, 91%, 2 doses. Qui prend quoi et pourquoi? Je reviens encore, Oriane, pour dire que normalement, on ne doit pas avoir un problème de choix en ce qui concerne les vaccins. Pourquoi? Parce que tous ces vaccins ont une efficacité optimale sur les formes graves de la maladie. Et je vous ai dit au début, les objectifs programmatiques du ministère de la Santé, c'est de réduire les formes graves et réduire le nombre de décès. Maintenant, les chiffres que vous avancez en termes d'efficacité, l'efficacité réelle au niveau de ces vaccins, ce sont les études qui ont démontré. Sauf que, en ce qui concerne leur effet sur les formes graves, c'est au-delà de 95% par rapport à tous ces vaccins dont vous êtes en train de faire allusion. Donc, il faut dire, si le vaccin a des effets bénéfiques sur les formes graves, pourquoi ne pas adopter ce vaccin? Je pense qu'on ne doit pas beaucoup s'attarder sur ces différents niveaux d'efficacité. Je suis complètement d'accord avec vous sur ce point-là. Sauf que moi, si je décide demain d'aller me vacciner, qu'est-ce que je choisis moi? Il y a un éventail. Qu'est-ce que je choisis et qu'est-ce qui me motive à choisir Johnson et pas AstraZeneca, par exemple? La question que vous me posez, je ne pense pas qu'il doit y avoir un choix. Je pense bien que si vous voulez prendre le vaccin, tous ces vaccins, on a pris vraiment, on a pris toutes les dispositions pour partager l'information qui concerne tous ces vaccins. C'est pour donner la possibilité aux bénéficiaires de pouvoir porter son choix sur les vaccins. Je pense bien, si vous voulez vous faire vacciner, vous êtes libre de prendre le vaccin de votre choix, puisque nous avons mis à votre disposition toutes les informations. Si c'est le vaccin qui s'administre en une seule dose qui convient avec vous, vous prenez ce vaccin. Si c'est le vaccin qui s'administre en 2 doses, vous prenez ce vaccin. Étant donné que toutes les informations ont été mises à votre disposition, je ne pense pas que je dois me mettre à votre place pour pouvoir faire le choix. Vous avez ce libre choix. La question, je la pose parce que je l'ai également posé à un médecin qui estimait que à partir d'un certain âge ou avant un certain âge, c'est-à-dire que 18, peut-être avant 50, AstraZeneca n'était pas le bon, n'était pas préconisé, pas qu'il n'est pas bon. Mais ce n'était pas judicieux de se protéger avec AstraZeneca, on pouvait prendre un autre. C'est pour ça que je pose cette question-là. Peut-être que vous, scientifiques, vous avez d'autres précisions pour nous dire
par rapport à l'âge, par rapport aux molécules, ça pourrait être bénéfique pour un jeune et pas bénéfique pour un vieux. Ça pourrait mieux protéger un vieux de par son âge et peut-être les facteurs de comorbidité par rapport à un jeune. C'est pour ça que je pose cette question-là. Ok, je suis d'accord avec vous. Ce que vous avancez comme les trouvailles au niveau de certaines études. Oui, il y a des vaccins qui peuvent être destinés à un groupe de personnes. Mais je dois signaler ici que tous ces vaccins, dès que vous faites partie de la cible des personnes qui doivent prendre le vaccin, l'efficacité est garantie. Et c'est pour ces raisons qu'on ne doit pas s'attarder pour dire qu'on doit peut-être vous proposer le vaccin X en lieu et place du vaccin Y. On pense bien que c'est important de prendre le vaccin de son choix. Mais, comme je l'ai précisé avant, étant donné que tous ces vaccins sont efficaces sur les formes graves, peu importe le vaccin que vous allez prendre, il est certain que vous aurez une immunité requise. D'accord. Alors, dites-nous, maintenant que nous sommes dans les campagnes intensives de vaccination, est-ce que ça veut dire que ceux qui ne vont pas se vacciner pendant cette campagne intensive, c'est vrai, vous avez dit qu'il y a des périodes, la vaccination suit son cours. Exact. La campagne intensive, c'est pour juste accélérer le processus. Ceux qui ne vont pas se vacciner pendant ces campagnes ou ne vont pas se vacciner, est-ce que c'est vrai qu'ils auront désormais le traitement payant parce qu'ils ne sont pas vaccinés? Non, le traitement Oriane, Covid. Oui, non, Oriane, pour l'instant, Oui. les directives stipulent que notre testing est gratuit. D'accord. La prise en charge est gratuite. La vaccination est gratuite. Je ne pense pas qu'il y a une modification par rapport à cette directive. Donc, ce que vous avancez comme information, je ne pense pas pour l'instant. D'accord. Donc, ce n'est pas une façon voilée de nous obliger à nous vacciner. Non, non, non. La vaccination, on vous donne toutes les informations. On communique la bonne information en faveur des vaccins. Puisque nous, on se soucie de votre bien-être. On sait qu'en santé publique, les interventions sont orientées pour pouvoir protéger la majorité de la population. Et pour l'instant, dans le cadre de la réponse contre Covid, on pense bien que c'est la vaccination qui demeure vraiment la solution. Ok. Les objectifs de départ étaient 20% de la population avant la CAN. Est-ce que c'est toujours en cours ou vous avez un peu modifié? Oui, Oriane, si vous prêtez un peu attention par rapport à l'évolution des performances, vous allez vous rendre compte que de plus en plus, il y a plusieurs personnes qui se vaccinent. Je pense bien que nous sommes sur la bonne voie pour pouvoir vraiment améliorer les performances. Donc les objectifs qui ont été fixés avant, ce sont toujours les mêmes objectifs et on pense qu'on peut faire mieux par rapport à cet engouement qui est constaté à l'heure actuelle. Nous sommes à 1,2 à environ 70 jours, sinon un peu moins de la CAN. Vous pensez qu'on va atteindre les 19% là avant janvier? Oui, je pense qu'on est optimiste. Avec tout ce que nous avons eu à mettre sur pied, je vous ai bien dit que le volet essentiel, vous savez qu'en vaccination, nous avons ce qu'on appelle l'offre de services et la demande. Au niveau de l'offre de services, vous convenez avec moi qu'au début, on avait commencé avec à peu près moins de 250 centres de vaccination accrédités de Covid. Aujourd'hui, je pense que la donne a changé. Il faut dire que la campagne qui est en cours de préparation, chaque aire de santé aura au moins un poste de vaccination. Au niveau de la région du littoral, je pense qu'au cours des premières campagnes, on avait juste à peu près 35 centres de vaccination accrédités. Aujourd'hui, nous avons, cela a connu une extension au niveau des 190 aires que compte la région du littoral. Donc il faut dire qu'il y a eu nette augmentation des centres de vaccination accrédités. Et hormis ces centres qui sont connus, il y a aussi des grands centres qui ont été aménagés au niveau des grandes villes, Douala, Yaoundé et Bafoussam, ce qu'on a appelé les vaccinodromes.
il faut dire que dans la région du littoral, nous en avons deux. Nous avons un premier centre qui est au niveau de la salle des fêtes d'Aqua et l'autre qui est au niveau du parcours Vita. Tout cela, c'est pour pouvoir optimiser l'offre de services. Ils sont déjà opérationnels et qu'est-ce qu'on y fait? C'est ce que je suis en train de dire. Je pense qu'il y a la formation des acteurs qui est en cours. Oui. Donc, les acteurs sont en train de recevoir une formation. Et après cette formation, je pense que ces acteurs vont directement se mettre au travail. Donc, je pense que vous êtes ici et les grandes formations sanitaires sont un peu éloignées. Mais la salle des fêtes, c'est juste à 5 minutes de marche à partir de votre studio. Donc, si les collaborateurs sont prêts, je pense bien que ces centres-là sont déjà opérationnels. Ils peuvent se rendre là-bas pour pouvoir prendre leur vaccin. Ça, c'est le volet offre de services. Maintenant, il y a un autre volet demande. Et c'est sur ce volet qu'on est en train de travailler au jour le jour. Pourquoi? Parce que ça demande qu'on puisse communiquer, qu'on puisse adapter la communication pour que les bénéficiaires puissent comprendre l'importance de la vaccination. Et ça, la direction de la promotion de la santé a fait exactement ce qu'il faut pour mettre à la disposition des acteurs tous les outils appropriés pour pouvoir passer la bonne information. Et je profite de notre entretien pour également faire un plaidoyer auprès des médias, puisque vous savez, plusieurs personnes suivent les médias. On a beau communiquer au niveau de nos structures, mais ce n'est pas tout le monde qui se rend au niveau de la formation sanitaire. Ce n'est pas tout le monde qui va faire partie des différentes réunions qu'on va tenir, que ce soit au niveau de l'hôpital, que ce soit en communauté. Donc nous pensons que toutes les voix doivent être vraiment... on doit les rendre utiles pour pouvoir partager la bonne information. Et c'est pour cela que je suis en train de dire que si la demande connaît vraiment une croissance, si la demande augmente, on est sûr qu'on va pouvoir atteindre les objectifs. D'accord. Est-ce que les vaccinodromes, ils sont ponctuels ou ils seront pérennes? Est-ce que ça va rester, puisque fatalement, on va apprendre à vivre avec Covid? Est-ce que les vaccinodromes seront là de façon définitive? Vous dites fatalement Covid? Je veux dire, si on continue de se vacciner contre le BCG, ça veut dire qu'on doit apprendre à vivre avec ces maladies. Sauf si vous me rassurez qu'on va l'éradiquer. Non, je comprends parfaitement. On doit apprendre à vivre avec Covid. Les vaccinodromes, comme je l'ai bien précisé avant, c'est dans l'optique de pouvoir accroître l'offre de services. Et si on constate que le besoin est là, que la demande est d'une manière croissante, pourquoi ne pas encore ouvrir d'autres vaccinodromes? Je vous ai d'abord dit que l'offre de services était d'abord limitée au niveau de certains hôpitaux. Aujourd'hui, on a élargi. Chaque aire de santé peut avoir au moins un centre de vaccination contre Covid. Donc, on pense bien qu'avec l'évolution de la demande, je pense que les leaders d'opinion, les décideurs vont pouvoir décider si on doit continuer avec les vaccinodromes ou si on doit mettre un thème pour pouvoir rendre tout au niveau des formations sanitaires. Donc ça, c'est une décision qu'on ne peut pas prendre pour l'instant. Mais le ministère de la Santé est toujours prêt pour pouvoir répondre aux besoins de la population. D'accord. Monsieur Wane, est-ce qu'on ne peut pas se dire aussi que nous sommes dans une espèce de suivisme au Cameroun? C'est-à-dire que la France est dans une grande campagne de vaccination. Nous aussi, on essaye de faire comme eux. Et ils sont en train de parler déjà d'une 3e vague ou d'une 5e vague même. Est-ce que nous, on n'est pas dans cette espèce de suivisme-là alors qu'on n'a pas les mêmes, on ne connaît pas les mêmes chiffres qu'eux? Est-ce que, je prends cet exemple parce que on a eu un pays comme Madagascar qui, lorsque la pandémie s'est déclarée, a décidé de, j'ai pas envie de dire de vivre en autarcie, a décidé de penser autrement comment éradiquer la maladie. Est-ce que nous aussi, on ne pouvait pas le faire ou alors on a décidé de... Oui, Oriane, il faut dire que chaque pays a ses directives, même s'il faut, en élaborant les directives au niveau national, on tient aussi compte des directives à l'échelle internationale. Donc, et je dois dire, nous ne pouvons pas faire le copier-coller, comme vous êtes en train de spécifier, pour dire que ce qui se passe à X, on essaye d'appliquer à Y. Non, pour l'instant, je dois vous dire que les décisions que nous prenons
ces décisions ne sont pas faites d'une manière anodine. Les décisions sont issues des analyses. Donc on regarde à peu près le profil épidémiologique de la pandémie, donc le nombre de cas, le nombre de décès. C'est ça qui pousse les décideurs, les scientifiques à pouvoir prendre les décisions. Si aujourd'hui, ce que nous faisons au Cameroun est pratiquement la même chose qui se passe en France, cela veut dire que les scientifiques, les décideurs camerounais ont constaté que c'était une solution meilleure. Donc il faut dire que le Cameroun a ses scientifiques, le Cameroun a ses experts, et c'est en fonction de l'évolution des données que les décisions sont prises. C'est pour cela que la collecte des données est vraiment un maillon important dans le cadre de la riposte contre Covid et aussi même dans le cadre de la mise en œuvre de toutes les interventions de santé. D'accord. Alors, après le championnat d'Afrique des Nations, ici au Cameroun, on a constaté quand même un pic de contagion. Est-ce qu'il y a des dispositions qui sont prises lorsqu'on sait qu'en janvier, ce sera la CAN et ce sera un peu plus important que le CHAN? Oui, Oriane, je l'ai bien précisé avant que les mesures de riposte ne se limitent pas seulement au niveau de la vaccination. La vaccination est là, mais il va falloir aussi respecter les autres mesures barrières. Et je les ai citées avant, ces 4 piliers: le port du masque, la distanciation physique, le lavage ou la désinfection des mains et la vaccination. Mais donc, on est passé la lecture là. Qu'est-ce que vous allez faire sur le terrain pour nous empêcher, nous qui allons à la Japouma, de s'embrasser quand il y a un but ou deux? Qu'est-ce qui va être fait? Je suis en train de venir, Oriane. Ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Vous savez, hormis ce que nous sommes en train de faire dans le cadre de la riposte, il y a aussi les directives de la CAF. Et je pense bien que ça va être très difficile de pouvoir admettre des personnes au stade sans toutefois s'assurer que ces personnes ont leur test Covid négatif qui date de 24 à 48 heures. Donc, je pense bien que ça fait partie des directives. Donc, et il faut dire que de plus en plus, nous sommes en train de véhiculer la bonne information, nous sommes en train de sensibiliser. Vous allez voir qu'au niveau de la gestion de l'incident, ça c'est ce qu'on appelle au niveau de la région, nous avons ce qu'on appelle les spots qui sont diffusés au niveau des médias. Nous avons des affiches, nous avons des micro-programmes qui ont été développés en faveur de la vaccination contre Covid et en faveur aussi du respect des mesures barrières. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour pouvoir limiter la propagation. Et comme je vous ai dit, il y aura des dispositifs, que ce soit à l'entrée des stades, que ce soit aussi au niveau de postes santé frontières. Quand je parle de postes santé frontières, ce sont les points d'entrée par rapport à d'autres pays. Vous savez bien que nous avons l'aéroport international de Douala, nous avons aussi le port autonome. Il faut dire que la surveillance a été renforcée au niveau de ces postes-là. Ce que vous évoquez là, au niveau des respects des mesures barrières, c'est ce qu'on appelle la surveillance. Et il faut dire que dans le cadre de la riposte, nous avons ce qu'on appelle la stratégie de 3 T. Le premier T qui est pour tracking, qui est la surveillance. Le deuxième T qui est pour le testing. Et le troisième T qui est pour le traitement. Aucun maillon n'a été négligé. Et je dois vous dire que ce n'est pas seulement au niveau de la CAN que la région ou que la riposte a connu vraiment des avancées. Il faut dire que même lors de la rentrée scolaire, il y a eu des séances de travail que la coordination régionale a tenues avec les responsables de l'éducation pour pouvoir limiter la propagation de Covid au niveau des écoles. Par rapport, et ça part en droite ligne avec les heures de récréation qui seront bien reprogrammées. Aussi, conseiller aux élèves d'utiliser leurs effets personnels, donc pour ne pas partager les bics, les cartables et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été faites lors de la rentrée et nous pensons bien que toutes ces mesures barrières, on essaye de mettre l'emphase là-dessus au jour le jour. Mais en ce qui concerne la compétition, comme j'ai bien précisé, je pense qu'il y a 2 volets qui sont très importants. Il y a d'abord ce testing qui est pratiquement important, où on doit prouver qu'on ne porte pas le virus avant d'entrer au stade.
Et il y a aussi cette vaccination qui doit être vérifiée. Et je pense bien que les services de vaccination sont toujours disponibles. Même au niveau du STV, si aujourd'hui vous jugez nécessaire que vous avez un effectif important et que vous pensez que les services de vaccination doivent pouvoir venir vers vous pour pouvoir vacciner les agents, pourquoi pas? Nos services sont disponibles. Très bien. Vous avez parlé du test Covid, 24 à 48 heures. Je m'arrête d'abord là-dessus. Aujourd'hui, comment faire facilement son test Covid à Douala? Oui, le test Je Covid. précise facilement, parce qu'on sait ce que c'est que faire son test Covid aujourd'hui. C'est le parcours du combattant. Comment faire son test Covid facilement aujourd'hui dans la ville de Douala, par exemple? Oui, je dois dire qu'au niveau de la ville de Douala, nous avons ce qu'on appelle les centres de dépistage, de contrôle de Covid. Ces centres, vous allez les retrouver au niveau des 9 districts de santé que compte la ville de Douala. Et pratiquement, c'est le même scénario au niveau de tous les districts sanitaires de la région du littoral. Donc, dans chaque district, vous avez un poste de dépistage. Et au niveau de ces postes, qu'est-ce qu'on fait? On procède à l'enregistrement en ligne. Cela veut dire que vous entrez au niveau du site, vous entrez toutes les informations vous concernant, vous faites une demande de test, et là, vous spécifiez l'endroit où vous vivez, et on doit pouvoir vous orienter vers le poste de dépistage qui est proche. Une fois que vous êtes prélevé, vous avez au trop entre 24 et 36 heures pour que le résultat soit disponible en ligne. Donc, et je pense bien que c'est une méthode qui a donné ses fruits par rapport aux voyageurs. Et on pense bien depuis un certain temps. Quand vous parlez de voyageurs, beaucoup de voyageurs se plaignent, M. Wane. Beaucoup de voyageurs ratent leur vol parce que les tests en ligne ne donnent pas les résultats à temps. Et cela a développé en parallèle, vous le savez très bien, le réseau des faussaires, le réseau des gens qui prennent de l'argent pour faire des faux tests, des faux résultats positifs ou négatifs. Oui, je dois vous dire ceci. En ligne, c'est un véritable combat pour avoir ces résultats dans les délais, sauf si... Je pense que la situation que vous évoquez, peut-être c'était avant. Aujourd'hui, il faut dire qu'il y a eu plusieurs avancées. Aujourd'hui, quand vous devez voyager, après l'enregistrement en ligne et après le prélèvement, nous avons les laboratoires qui ont bénéficié de l'accréditation. Il faut dire que la PCR qui est recommandée lors des voyages ne se fait pas partout. Nous avons les centres, les laboratoires accrédités pour pouvoir faire ces tests. Par contre, au niveau des tests rapides, les tests rapides, ce sont les tests qui se réalisent au niveau de tous ces centres de dépistage. Et c'est ça qu'on est en train de valoriser pour pouvoir, je vous ai dit au début, nous voulons que les services puissent être proches des populations. C'est pour cela qu'au niveau de ces centres, on a pris toutes les dispositions pour que tout le matériel soit là, pour pouvoir répondre aux besoins des bénéficiaires. La question, je la pose parce que là maintenant, il n'y a pas de bousculade, il n'y a pas de pression. Quand la compétition commence, si avant chaque match, il faut avoir son test 24 à 48 heures avant, on imagine la masse qui sera là. Est-ce que ça va être possible? Est-ce qu'on a suffisamment de tests, M. Wane? Oui, Oriane. Parce que je relève encore, on a eu ces problèmes au Chan, oui, avec les tests avant le match Cameroun-RDC, avec des résultats à gauche et à droite. Est-ce qu'on est sûr qu'avec ce qui arrive là, parce qu'on a une CAN quand même à 24 équipes, est-ce qu'on est sûr qu'on pourra gérer et les équipes et la population? Si. Je pense bien que lors du dernier Chan, normalement les sites de prélèvement, c'était beaucoup plus au niveau de la maison de parti à Bonanjo. Je faisais partie des équipes de coordination au niveau de la région. Et il faut dire aussi que les équipes sur place, on faisait des prélèvements au niveau des hôtels pour pouvoir envoyer dans les laboratoires. Ça, on a pu réussir. Aujourd'hui, j'ai parlé de cette décentralisation où les sites de prélèvement sont disponibles dans 9 districts de santé que compte la ville de Douala. Vous convenez avec moi que si vous avez pu
gérer un site et qu'aujourd'hui il y a une décentralisation au niveau de tous ces districts de santé, je pense bien que à ce niveau-là, on peut dire qu'on est quand même prêt pour pouvoir satisfaire les besoins ou la demande de la population. Je reviendrai vers M. Wandé en cas de couac lorsque la CAN va approcher. Je ne pense pas qu'il y aura de couac. On espère, c'est ce qu'on veut. On espère ne pas avoir de couac, mais je veux dire, en ce moment, faire les tests, c'est déjà compliqué. C'est déjà difficile de pouvoir faire un test Covid facilement et voyager dans les délais. Est-ce qu'avec la masse qui arrive, on va pouvoir gérer? C'est là notre inquiétude. Je pense bien que la plateforme qui a été créée a tenu compte de toutes ces insuffisances. Et je pense que de plus en plus, hormis cela, il faut dire que, Oriane, avant, la plupart de ces informations, c'était au niveau des ordinateurs et autres. Je pense qu'en date, il y a eu des tablettes qui ont été mises à disposition de différents sites pour pouvoir faciliter la collecte de l'information et la transmission à temps. Vous savez, au niveau des interventions de santé publique, la priorité, c'est de pouvoir collecter l'information à temps et transmettre cette information à temps pour faciliter la prise de décision. Et je pense que nos stratégies sont axées vers cette direction. D'accord. Vous l'avez certainement dit, mais comme on est dans une phase de sensibilisation, vous l'avez dit tout à l'heure, je vais encore vous titiller un peu. Est-ce que vous trouvez qu'il est nécessaire de beaucoup sensibiliser? C'est-à-dire qu'on sait, nous tous, l'objectif, c'est éradiquer le Covid. Pourquoi marteler autant si tout le monde sait que le Covid est mauvais? Si tout le monde sait que c'est mauvais, en fait. Je reprécise, je m'en mêle un peu les pétales. Tout le monde sait que la maladie est mauvaise, elle est virulente, elle tue. Est-ce que vous pensez qu'on a vraiment besoin de beaucoup sensibiliser pour faire un vaccin, pour nous vacciner? Oui, je l'ai bien précisé avant, Oriane. Le vaccin vient couronner les autres piliers de la riposte qui étaient avant. Et je dois dire ceci, peut-être je prends à titre d'exemple. Quand vous prenez votre enfant, vous lavez l'enfant. L'enfant va pleurer. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est pour le bien de l'enfant. Je pense bien que, vous voyez, les responsables de la santé publique ont vraiment cette obligation de s'assurer que la population est en bonne santé. Et je vous dis, pour l'instant, même s'il y aura d'autres solutions, c'est la vaccination qui passe. On pense que le vaccin est meilleur. Preuve, les cas qui ont été, les cas de décès que nous avons enregistrés, et c'est important, Oriane, de le signaler, que depuis la 32e semaine au niveau de la région du littoral, on avait en moyenne autour de 1000 cas par semaine et on enregistrait entre 8 et 10 décès. Maintenant, vous allez me dire que si on regarde la population du littoral, ces décès-là, c'est un petit nombre. Mais ce n'est pas ça. Imaginez un instant que c'est votre conjoint, c'est l'un de vos parents, c'est votre enfant, c'est un frère, c'est une soeur, c'est une perte énorme. Donc, je pense qu'il y a beaucoup qui est en train d'être fait. Et Covid a vraiment, est arrivé au niveau d'une phase ascendante. On est en train d'embrasser la 3e phase. Et vous l'avez bien dit au niveau de l'introduction de ces échanges, qu'il y a le variant Delta qui circule. Et nous savons bien que les personnes qui sont atteintes du variant Delta ne vont pas présenter les signes et les symptômes usuels. C'est à plus forte raison qu'on doit pouvoir s'orienter vers le vaccin pour pouvoir être à l'abri. Parce que dès que vous faites le test, dès qu'on se rend compte que vous êtes atteint de Covid, souvent c'est un peu très tard pour pouvoir reverser la tendance ou trouver une solution appropriée. D'accord. Monsieur Wandé, on a environ 100 000 cas positifs de Covid enregistrés déjà et un peu plus de 1000 décès. Qu'est-ce qui justifie la grande importance du vaccin? La virulence de la maladie ou le taux de mortalité? Qu'est-ce qui doit justifier cela? Oui, tout cela mis ensemble. Vous voyez, quand vous avez un problème auquel vous ne pouvez pas trouver une solution appropriée, ça devient tellement préoccupant. Vous avez signalé au-delà de 1000, mais je dois vous préciser que
en date, nous sommes au-delà de 1700 à l'échelle du Cameroun. Oui. Et c'est énorme. Si vous perdez 1700 personnes en quelques mois depuis qu'on a connu Covid, il faut dire que le vaccin, jusqu'à preuve de contraire, comme je l'ai bien signalé, reste important. Ce n'est pas tout le monde qui va respecter les mesures barrières, comme vous l'avez bien signalé. En entrant ici, je pense que j'ai trouvé à peu près une dizaine de personnes là au rez-de-chaussée. Il n'y avait que 2 personnes qui portaient le masque. Donc vous convenez avec moi que toutes ces mesures ne sont pas respectées. Au moment où on se rend compte que la population ne respecte pas les mesures barrières d'une manière scrupuleuse, on a intérêt à pouvoir mettre l'accent sur la vaccination. Puisqu'on sait bien que quand vous prenez le vaccin, non seulement, il ne va pas seulement suffire que vous ne puissiez pas développer les formes graves de la maladie ou pour retrouver la mort. Nous pensons aussi que quand vous prenez le vaccin, vous avez une faible probabilité de pouvoir prendre l'infection chez une personne malade et transmettre à une personne saine. Donc, prendre le vaccin, c'est aussi réduire la propagation. D'accord. Si on veut s'arrêter aux chiffres, est-ce que le paludisme ne tue pas plus que le coronavirus? Oui, le paludisme tue. La plupart de ces maladies tuent. Mais, comme je l'ai bien précisé, ce qui est important, c'est cette morbidité et cette mortalité. Même si ça tue plus. Vous voyez que Covid ne se limite pas à un pays. Oui. Covid, c'est pratiquement partout. Et vous allez aussi vous rendre compte, avec votre palu, dès que vous prenez votre traitement, vous retrouvez la guérison dans les minutes qui suivent. Mais souvent, ce n'est pas le cas. On constate qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus exposées en ce qui concerne Covid. Les personnes qui ont d'autres problèmes de santé comme l'hypertension, diabète, maladie cardiaque, ainsi de suite. Ou les personnes qui sont en surpoids. Donc, avec toutes ces couches vulnérables autour de nous, nous pensons que vraiment Covid, c'est une urgence de santé publique qui mérite vraiment une attention particulière. Oui, la question, je la pose parce que Covid, justement, est venu un peu faire ombrage à toutes les autres maladies. Aujourd'hui, on ne sait plus, le cancer, on l'a reculé, pourtant il prend des proportions. Le diabète et tout est Covid aujourd'hui. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas oui, laisser passer un peu, je veux dire, remettre tout le monde à la place? On a l'impression que les autres ne sont des sous-maladies depuis que Covid existe. Non et non, Oriane. Pourtant, il faut dire qu'aucune maladie n'a été négligée. Il faut dire que tous les autres programmes de santé se mettent en œuvre tels que stipulent les directives. Donc, il n'y a aucun aspect qui a été négligé. Même s'il y a plus d'emphase au niveau de Covid, mais les autres aspects de santé publique ne sont pas négligés. Et je dois vous dire que toutes les autres maladies bénéficient de la même attention que ces maladies ont bénéficié avant. D'accord. Bon, je m'arrête sur le paludisme parce que, comme vous êtes le responsable du programme élargi de vaccination, j'aimerais qu'on parle également de la vaccination contre le paludisme. Oui, il faut dire que récemment, les scientifiques ont mis sur pied un vaccin contre le paludisme. On pense bien que ça, c'est une bonne nouvelle par rapport dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Ça entre en droite ligne avec les attentes de la population. Et nous pensons bien qu'avec l'arrivée de ce vaccin, si on continue à respecter certaines mesures de la lutte anti-vectorielle où les personnes, on est censé dormir sous moustiquaire imprégné. Aussi, si à chaque moment où on a des signes et des symptômes, qu'on puisse faire appel au personnel de santé et que les traitements qui sont disponibles sont appropriés, je pense bien qu'avec la vaccination, on sera bien soulagé dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Je sais que M. Ewane est très ancré dans le Covid en ce moment. Je vais quand même insister sur le paludisme. Est-ce que, je veux comprendre, quelle est la molécule, comment
je vais devenir scientifique. Hein. Est-ce qu'on nous a souvent dit que les vaccins, c'est le virus ou la bactérie qui est neutralisée pour... Est-ce que c'est exactement cela? Sinon, expliquez-nous, c'est quoi cette nouvelle molécule qu'on va nous administrer contre le paludisme? Oui, Oriane, je ne suis pas un expert dans le cadre de la lutte contre le paludisme, mais en termes simples, je dois vous dire que le vaccin, c'est une préparation biologique dans un laboratoire qui peut concerner soit un germe entier, ça peut être une bactérie, ça peut être un virus, soit un fragment de ce germe. Et c'est à partir de là qu'on développe le vaccin. Et c'est ça qu'on appelle le principe actif. D'accord. Et une fois que ce vaccin est administré à un organisme, le vaccin va pousser l'organisme à pouvoir produire des anticorps contre cet agent pathogène. Et ces anticorps vont rester en mémoire au sein de l'organisme. Et lors des prochaines expositions avec ce même agent pathogène, ces anticorps qui étaient en mémoire vont se mobiliser pour pouvoir envahir, lutter contre le germe. Et la personne ne va pas développer la maladie. Voilà à peu près comment fonctionne le vaccin. Et je pense bien qu'au niveau du paludisme, ça sera pratiquement la même chose. Je ne pense pas que je suis bien placé pour pouvoir vous donner les détails par rapport à la composition de toutes ces molécules et autres. Très bien. Mais je pense que vous aurez cette information probablement au niveau du programme régional de lutte contre le paludisme où toutes ces informations sont disponibles. D'accord. Est-ce que vous pouvez quand même nous donner l'information? Ce qui se vaccine, c'est tout le monde, c'est les enfants juste, il y a un âge spécifique? Est-ce qu'ici, il ne nous faut pas aussi nous sensibiliser, puisqu'on parle de vaccination? Oui, vous parlez du vaccin contre Covid ou contre le palud? Contre le paludisme. Oui. C'est ce que je suis en train de dire, que toutes les directives seront données en ce qui concerne ce vaccin. Donc, il ne faut pas être un peu pressé. Je pense que toutes les informations seront à la disposition de la population. Ma question avait une chute, celle de savoir, maintenant le vaccin, on nous demande également de nous vacciner contre le paludisme. Dans un contexte marqué par cette réticence au vaccin, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Vous qui êtes père, frère, qu'est-ce que vous allez dire donc à ceux qui vous entourent au sujet du vaccin? Je ne veux pas spécifier. Au sujet donc, du la vaccin. prise de vaccin d'une manière générale. Oui, c'est important de signaler que le vaccin est important. Le vaccin est à titre préventif, comme je l'ai bien souligné avant, et que les vaccins qui entrent dans le programme élargi de vaccination sont les vaccins qui sont sûrs, efficaces, les vaccins qui ont bénéficié d'une préqualification et les vaccins qui sont gratuits. Donc ça, personne ne peut dire le contraire, mais c'est important aussi de signaler que les réseaux sociaux ont eu à exercer leur poids sur la circulation de la bonne information. Peut-être si je vous demande si vous étiez vacciné pendant votre enfance, je pense bien qu'avec la vérification, on va se rendre compte que vous avez au moins la cicatrice pour le vaccin BCG qui a été administré. Deux d'ailleurs. Deux, exact. Donc, je dois dire ceci. Avant, le vaccin passait vraiment sans heurts. Mais de plus en plus, on s'est rendu compte avec... et ça, ce sont les effets néfastes des réseaux sociaux qui partagent des informations souvent qui ne sont pas fondées et qui ne sont pas vraies en ce qui concerne la vaccination. Nous tous, nous savons que le vaccin, c'est l'unique moyen pour pouvoir prévenir la maladie. Et jusqu'ici, même tous ces vaccins traditionnels continuent toujours à être utilisés. Donc, si aujourd'hui nous avons un nouveau vaccin qu'on doit introduire, je pense que la même stratégie de communication que nous avons utilisée dans le cadre de l'introduction des autres vaccins, on va pouvoir l'adapter en fonction de la population, en fonction de la masse. Donc, je ne pense pas qu'on doit pouvoir hésiter de pouvoir faire face. Si à un moment donné, au moment où on introduit le vaccin, on se rend compte que la population a besoin
de X ou Y information, on va pouvoir mettre cela à la disposition de la population. Ça, c'est notre rôle. Nous voulons que une grande proportion de la population soit en bonne santé. Et nous pensons bien que la seule chose qui peut pouvoir garantir cette bonne santé, c'est la prévention de la maladie. Et quand on parle de la prévention de la maladie, je pense que c'est le vaccin qui vient en premier. D'accord. Comment changer donc le mindset? Parce que là, tout le monde vous parlez des réseaux sociaux, oui, ils donnent peut-être les mauvaises informations, quelque part, ils donnent aussi des bonnes. Comment faire donc? Qu'est-ce que vous pensez mettre en place pour que les gens changent la façon de penser? Cette phobie de la vaccination prend des ampleurs, des proportions inquiétantes. Comment faire désormais, là, même quand le vaccin est... Quand je dis même, on a l'impression qu'il n'est pas bon. On sait que c'est bon, mais pourquoi on est réfractaire? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Est-ce que vous allez nous faire une psychologie générale de la population? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que les mentalités changent là-dessus? Oui, je pense bien que ce sont des échanges qui doivent être beaucoup plus clairs, des échanges qui doivent être orientés vers le partage de la bonne information. Et aussi, on va pouvoir adapter cette communication en fonction du comportement de ces populations. Comme vous l'avez bien signalé, ce qui est plus important, c'est le changement de comportement. Nous ne pouvons pas, les réseaux sociaux sont là, on doit faire avec, mais nous pensons qu'il faut réadapter la communication. Et ça, je voulais signaler avant qu'il y a plusieurs choses qui ont été faites dans ce sens. Il y a des outils qui ont été revus, il y a des messages essentiels qui ont été préparés, il y a des spots radio et des micro-programmes qui ont été élaborés. Tout cela entre en droite ligne pour pouvoir répondre à des préoccupations qui émanent au sein de la communauté. Je pense que ce n'est qu'en le faisant qu'on peut pouvoir contenir ce comportement déviant au niveau des populations. Donc, personne ne peut dire le contraire. Nous savons tous que le vaccin est sûr, le vaccin est un moyen de prévention et on va toujours passer par le vaccin si nous voulons être à l'abri de cette pandémie. Immunité collective possible au Cameroun? Oui, je pense bien, Oriane, comme je l'ai bien précisé avant, l'immunité collective, c'est de s'assurer qu'une grande proportion de la population a pris le vaccin. D'ailleurs, quand vous regardez l'évolution des chiffres, ce qu'on avait avant et ce que nous avons à l'heure actuelle, on constate qu'il y a un engouement croissant. Donc, il est certain que si les populations continuent à adhérer à ce vaccin, on va atteindre un seuil de l'unité collective acceptable. Et ça va cadrer avec nos objectifs. Merci, M. Ewane. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Merci, Oriane. Le plaisir a été le mien. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir été des nôtres et à jeudi prochain.